Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. À mon avis, je vous embarque pour un long épisode aujourd'hui parce que le sujet est intense. Je vous remets un petit peu de contexte, mais il y a plusieurs semaines maintenant, je vous ai partagé un premier épisode sur le baby clash. Déjà pour vous parler tout simplement du baby clash, mais aussi pour vous parler de ce que je vivais moi. Je ne sais pas si j'avais reçu avant ça autant de réactions et autant de témoignages suite à un épisode. Donc déjà, merci pour votre confiance. C'était super intéressant d'échanger avec vous et de partager autour de ce sujet que beaucoup de couples peuvent connaître, mais aussi merci pour toutes les clés et pour tous les conseils que j'ai pu recevoir, parce que j'en ai déjà mis en place certains. Je ne suis plus du tout dans le même mood que la dernière fois, je dis pas du tout qu'on est sorti du baby clash par magie, mais très sincèrement, il y a beaucoup de choses qui ont résonné en moi, il y a beaucoup de choses qui ont déjà fonctionné, donc je me suis dit que j'allais faire un deuxième épisode pour vous partager tout ça. Il y a des choses qui m'ont moins parlé, tout simplement parce que ça ne répondait pas exactement à ce que je vivais, mais je tenais quand même à partager tout ça parce que je sais que ça peut parler à certains, à certaines. Donc voilà, j'ai vraiment tout noté. J'ai essayé au maximum de construire cet épisode et je pense qu'il va être très intéressant parce que grâce à vous, il est rempli de pépites et encore une fois de super conseils. Je vais pas revenir sur la définition précise du baby clash parce que c'est tout le sujet du premier épisode que je vous invite à écouter. Voilà, si peut-être vous vous reconnaissez dans cette période que beaucoup de couples peuvent traverser. C'est un petit peu tabou, je trouve. J'en ai, je crois, jamais parlé autour de moi, en tout cas avant ce podcast. Par contre, je peux vous dire que à partir du moment où je l'ai publié, en plus de vos commentaires, en plus de vos messages, je recevais des WhatsApp de copines en mode Margot, mais merci pour ton podcast, etc. Et je me suis dit, ok, là j'ai peut-être osé parler de quelque chose qui est jusque-là tabou et qui ne devrait pas l'être parce que, encore une fois, beaucoup de couples traversent un baby clash. Comment je sais qu'on est en plein dedans par ici, c'est que on est vraiment dans les reproches, dans la comparaison, dans les rancœurs, les ressentiments. Avoir un bébé, je pense que ça demande un vrai réajustement au couple. Et c'est positif, autant que, j'ai envie de dire, autant que ça pète un peu au début, comme ça, ensuite on met tout à plat pour se reconstruire finalement, parce que je pense que c'est exactement la même chose avec mon partenaire. On s'est redécouvert déjà chacun de son côté. Je me suis découverte en tant que maman, il s'est découvert en tant que papa. On se construit en tant que parent, donc forcément, ça impacte le couple. Et quand on est comme ça, dans tous ces reproches, cette comparaison, etc., on n'arrive plus à se mettre à la place de l'autre. Je trouve que l'empathie disparaît complètement. Et je le dis, je suis du coup complètement auto-centrée. Je suis complètement focus sur ce que je ressens moi. Et forcément, voilà, la communication marche beaucoup moins bien quand on se met plus du tout à la place de l'autre, quoi. Et d'ailleurs, à titre perso, moi, ce qui est un petit peu dur à calmer, c'est cette overstimulation depuis que je suis maman. C'est mon quotidien a tellement changé, c'est rajouté à mes journées type tellement de choses que voilà, je suis très stimulée du matin au soir et même parfois la nuit. Et ça, c'est dur à canaliser. Donc bref, voilà ce que moi je peux traverser en ce moment. Je vous dirais que l'une des premières clés, on s'en est beaucoup parlé, parce que vous m'avez un petit peu félicité d'arriver à m'avouer que je traversais un baby clash, voilà, c'est de s'avouer ce qu'on est en train de vivre, c'est de réaliser ce qu'on est en train de traverser. Ça n'est pas tabou, ça arrive à tout le monde, ça n'est pas un échec, mais déjà se l'avouer à soi-même et en tant que couple, c'est déjà énorme. Comme d'ailleurs tout ce sur quoi on a envie de travailler, la première étape, c'est se l'avouer et mettre des mots sur une situation et des émotions. D'ailleurs, je vais le rajouter à ma liste. Oui, amusez-vous à vous poser, amusez-vous. Il y a vraiment plus rigolo comme jeu, mais voilà, posez-vous et essayez rien que de sortir, de lister 5 émotions parce qu'on est tellement, encore une fois, dans une très très grosse stimulation. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est de la jalousie envers votre partenaire, de la colère, de la tristesse? Essayez, oui, de lister ces émotions pour déjà vous faire un état des lieux parce que si vous voulez espérer parler à votre partenaire, il faut déjà que vous réalisiez comment vous vous sentez vous, je pense. On en vient donc à la deuxième clé, la communication. Alors c'est absolument bateau, cependant, s'il y a bien un truc qui manque et qui a complètement été cassé pendant un baby clash, c'est la communication. On est un petit peu auto-centré, on n'est plus que concentré sur ce qu'on ressent, on a l'impression que l'autre vit moins les choses, ne peut pas comprendre, n'en fait pas assez, etc. La communication, il n'y en a plus du tout, ou en tout cas très peu. Donc voilà, il faut ensuite être prêt à
communiquer. Je vous parlerai tout à l'heure d'un des podcasts que vous m'avez conseillé, qui est celui de Louise Chabat, qui parle du baby clash avec son amoureux, donc hyper intéressant d'avoir un épisode de podcast avec un couple. Et il me semble que c'est lui, en tout cas c'est eux qui parlent de ça. Communiquer oui, mais au bon moment. Et j'étais tellement d'accord avec ça. Ça ne sert absolument à rien tout au long de la journée de balancer des choses qu'on ressent, des reproches, des choses qu'on aimerait, qu'on attend, qu'on n'a pas eu, etc. Ça sert à rien. Souvent on est avec l'enfant, si en plus c'est la nuit, fatigué et tout, ça ne mène à rien. Au contraire, j'ai envie de dire qu'on s'enfonce. Donc communiquer oui, mais au bon moment. Et ça m'a paru un petit peu bizarre au début, mais il y a vraiment des couples qui, allez, 2 fois par mois, tous les 15 jours, se posent et pour de vrai, se regardent, s'assoient l'un en face de l'autre et pas fatigués, posés, seuls. On fait ça quand on est tout seul ou quand l'enfant est en train de dormir, etc. On se dit les choses au bon moment et dans le bon mood aussi. Il faut vraiment que la personne en face, que les deux personnes soient ouvertes et prêtes à parler et à s'écouter. Parce que parfois, c'est vrai qu'on se dit mais attends, mais je te l'ai dit plein de fois, j'arrête pas de te donner des alertes, je te dis quand ça va pas, machin. Non, c'est pas le bon moment, donc la personne n'entend pas. Je m'écoute en même temps enregistrer ces mots et ces phrases. Je suis pas du tout dans un épisode donneur de leçons, où je vais vous dire ce qui a marché pour moi, etc. Il y a des choses que j'ai pas encore testées. Là, je ne vous parle que de choses qui me parlent, qui résonnent, que je trouve sensées et qui, je pense, pourraient nous aider et pourraient vous aider. Je n'ai pas la vérité absolue, je traverse précisément exactement la même chose que vous, ok? Avant même d'enregistrer l'épisode, j'avais déjà commencé, moi, à tester des choses, à mettre des choses en place, à communiquer avec Mathieu, etc. Et la première chose qu'on avait faite, et en fait j'y ai vu 2 choses très positives, ça a été de se poser, encore une fois, au calme, après un bon repas, on était dans de bonnes dispositions, etc. Et nous avons listé nos tâches ménagères. Alors, ça paraît très bête, ça paraît très scolaire, etc. Bah oui, c'est comme ça. Et en fait, non seulement on a listé toutes les tâches ménagères de la maison, mais en face, on y a mis une initiale pour savoir qui s'en occupait. C'est hyper intéressant de le faire parce que s'il y a un message à faire passer que l'un fait plus que l'autre, etc., au moins là, c'est écrit noir sur blanc, donc on peut vraiment avoir une discussion par rapport à ça. Dans notre cas, sachez que, et je parle de tâches ménagères, dans notre cas, une fois qu'on a mis les initiales de tout le monde, on a réalisé qu'on était déjà dans du 50-50. Je ne pensais pas du tout. Donc déjà, moi, ça m'a remise un petit peu à ma place. Tout de suite, dès le lendemain, ça a vraiment changé pas mal de choses parce que, au moins, quand il y avait, par exemple, n'importe quoi, il y a le repas qui traîne après manger, je n'y touche pas. Je sais que c'est à lui de le faire, je patiente. Si par contre, je vois qu'il y a du linge qui traîne, qui doit être plié et rangé dans les tiroirs, ça, je sais que c'est à moi de le faire. Donc, non seulement je sais qui doit faire quoi, mais je ne vais pas râler quand je vais le faire parce que je sais que c'est ma tâche. Je sais qui fait quoi. Donc, je n'ai pas l'impression de faire encore quelque chose. Ah ben c'est encore à moi de le faire. Non, c'est pas encore à moi. Lui, il a des tâches, moi j'en ai d'autres. Donc au moins, c'est dit, c'est écrit, c'est clair. Ça enlève pas mal de reproches dans la journée. Donc ça, c'est un premier point positif. Par contre, on a fait exactement la même chose pour la charge mentale. Donc on a listé toute la charge mentale qu'il peut y avoir un petit peu autour d'une maison, autour d'un appartement, ça il y en a évidemment, mais autour d'un enfant. Donc la liste est, pour vous dire, tout aussi longue que les tâches ménagères. Faut pas croire, rien que pour vous, pour réaliser tout ce que vous pouvez faire, le papa, la maman, les deux, listez tout ça, vous allez réaliser que c'est peut-être pas pour rien que vous êtes un petit peu fatigué. Et pareil, ensuite on a mis des initiales en face. Bon, là on a pu entamer cette conversation dont j'avais besoin avec Mathieu pour lui dire voilà, c'est ça la charge mentale, c'est ça la différence avec les tâches ménagères. Et comme tu peux le voir, je suis un petit peu seule là. Donc pas évident parce que je pense qu'en tant que femme, on a beaucoup de mal à trouver comment déléguer. J'étais un petit peu perdue. Pour ce qui me paraissait possible, je lui ai proposé qu'on partage. On n'est encore pas du tout sur du 50-50, mais au moins j'étais assez heureuse de me sentir écoutée et comprise. En tout cas, c'était un petit peu le début. Et surtout, on a donc commencé à partager cette charge mentale. On n'y est pas, mais on est sur la bonne voie. Alors autant avec les tâches ménagères, je pense que si on le souhaite et si on en a la possibilité, on peut tendre vers un 50-50. Sur la charge mentale, je ne sais pas. Là, je vous avoue que je ne sais même pas aujourd'hui si c'est possible, mais en tout cas, on essaye de mieux la partager. C'est peut-être pas équitable, mais c'est mieux. D'ailleurs, si jamais vous faites cet exercice, même pour les tâches ménagères, essayez de garder les tâches, alors que vous aimez, c'est peut-être un grand mot, mais que vous détestez le moins. Voilà, nous, on s'est amusé à se dire, moi, j'aime cuisiner. Lui, ça le dérange pas de faire la vaisselle, de d'étendre le linge, etc. Donc très bien. Moi, j'aime pas faire ça, donc si possible, gardez ce qui vous ennuie le moins, c'est quand même plus sympa. Et on en a profité aussi
aussi en tant que jeunes parents pour un petit peu lister l'un avec l'autre, nos priorités, les choses qui étaient encore importantes pour nous. Lui, c'est par exemple faire du sport. Moi, c'est essayer, peut-être pas tous les week-ends, mais de temps en temps, le dimanche matin, aller seul à un vide-grenier avec mes copines, ou bien un petit tour au marché avec un petit café dans un coffee shop que j'aime bien. Bref, c'est des petites choses comme ça que j'aime bien faire. Moi, c'est pas sortir, c'est pas aller en boîte de nuit, etc. Mais voilà, chacun peut lister les choses qui sont importantes pour lui et qui continuent à lui faire du bien, qui font qu'on se sent vivant, etc. N'hésitez pas, comme ça l'autre est bien au courant de se dire, bon, pour lui, ce qui est important, c'est faire du sport. Donc si dans le week-end, il me demande 2 heures pour aller faire du vélo, très bien. Et il saura que moi, à l'inverse, si le lendemain matin, je lui demande d'aller faire un tour au marché pour aller m'offrir un petit gâteau, un petit café, etc., c'est ça qui me fait plaisir. Et c'est pas mal aussi à lister les choses qui nous font plaisir, nos priorités, en plus de notre enfant adoré, évidemment. Je vous l'ai dit, après cet épisode de podcast, j'ai beaucoup échangé avec pas mal d'entre vous, des femmes, hein. Bizarrement, il n'y a pas d'hommes qui sont venus me parler. Et il y a un message qui est beaucoup revenu, c'est « Margot, tu allaites ». Donc en fait, le 50-50 est super difficile. Alors, on est d'accord, c'est sûr qu'on en reparlera tout à l'heure, mais du fait d'avoir porté le bébé, accouché, j'allaite, le postpartum, tout ça, bon, l'équité est un petit peu biaisée. Cependant, j'ai aussi eu des messages me disant « Mais Margot, peut-être ne cherche pas ce 50-50 à tout prix ». Et sur le moment, j'étais en mode « Mais non, je ne veux pas lâcher, le 50-50 existe ». Alors, je sais qu'il y a aussi des messages qui me disaient « Mais c'est juste qu'il y a aussi des choses que tu ne sais pas faire et que lui ne sait pas faire ». On est bien d'accord. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de repenser le couple comme une team. On n'est pas différents, on est complémentaires. Et ça, c'est tout à fait ok. Voilà, des fois, j'en rigole. Si, par exemple, un homme ne se débrouille pas très bien tout seul à faire les courses, je ne me débrouille pas non plus très bien dans un Leroy Merlin. Je suis très souvent obligée d'appeler Mathieu en FaceTime parce que je ne connais pas les grains de papier à poncer. On est bien d'accord et c'est tout à fait ok. On est complémentaires. Cependant, je pense qu'on peut s'approcher un maximum d'un 50-50, en tout cas quand c'est possible, parce que nous, on démarre égaux, dans le sens où on travaille tous les deux beaucoup. Évidemment, si vous êtes dans un couple où l'une des deux personnes travaille à 50-50, l'une des deux personnes ne travaille pas, forcément, on n'est pas tous en quête d'un 50-50. Je suis complètement d'accord. Là, nous, on y est parce que il n'y a pas de raison. En fait, on travaille tous les deux tout autant. Et on a tous les deux tout autant envie de passer du temps avec notre enfant. Donc à partir de là, 50-50 sur la charge mentale et les tâches ménagères. C'est tout. Ça, c'est mon point de vue par rapport à mon couple. Mais je suis tout à fait d'accord que suivant le schéma du couple, on parle pas forcément de 50-50. Et d'ailleurs, ce que vous m'avez dit aussi, c'est que il y a aussi des moments de vie où ça n'est pas possible. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, c'est vrai. Par exemple, mon amoureux est saisonnier. Donc je sais, il faut que je réalise qu'il y a des mois, type le mois d'avril, où c'est un moment très intense pour lui. Donc peut-être que là, je serai là pour assurer à 60, à 70%. À l'inverse, moi, je sais que par exemple le mois de septembre, le mois de décembre sont des moments très intenses dans mon métier. Peut-être que là, ça peut s'inverser. Donc ça peut être aussi intéressant de réécrire un petit peu les lignes de temps en temps parce que le 50-50 n'est pas possible tout le temps. Donc ça, merci pour cette lumière parce que oui, il faut bien que j'en ai conscience. Donc oui, j'y reviens, mais l'une des clés et que on continue de mettre en place, c'est un rendez-vous. Alors, je m'étais noté un rendez-vous par semaine. Alors, j'imagine que dans des mois un petit peu plus intenses, un petit peu plus conflictuels, on peut complètement faire une petite réunion de famille une fois par semaine, sinon toutes les 2 semaines, tous les mois, c'est à vous de voir. Et encore une fois, voilà, on se pose vraiment l'un en face de l'autre, on se dit les choses au bon moment, dans un mood où on a l'esprit ouvert. Et je le vois déjà se prévoir ces vrais moments d'échange. Ça évite vraiment que la tension monte tout au long des journées, tout au long des semaines, voilà, jusqu'à un moment critique avec une grosse engueulade qui souvent repose sur très peu de choses et en même temps plein de petites choses. Donc se dire les choses, ça évite comme ça que la cocotte explose. Et évidemment, là, on parle beaucoup de reproches, d'essayer d'ajuster, de dire ce qui va pas, ce qu'on aimerait, comment on se ressent, qu'est-ce que peut-être on aimerait pour se sentir mieux, etc. Mais essayons de penser à dire à l'autre ce qu'on a aimé. Je pense que dans un baby clash, on ne se concentre plus du tout sur le positif. Je sais de quoi je parle. Essayons de laisser une petite place pour dire à l'autre, mais voilà, quand t'as fait ça, ça m'a aidé. Quand t'as fait ça, je t'ai trouvé super. Quand t'as fait ça, tu m'as impressionné. Voilà, c'est pas essayer de flatter l'autre, hein, mais c'est de, voilà, il y a de la place pour le négatif, c'est certain, c'est le moment pour se dire les choses. Mais s'il y a un petit peu de positif, bah peut-être essayer de le dire aussi. Depuis le premier épisode de podcast, on s'est organisé notre première sortie en amoureux depuis que j'ai accouché. Donc ça faisait plus de 10 mois qu'on n'était pas sortis tous les deux. Alors de temps en temps, on fait du sport ensemble, de temps en temps, on déjeune ensemble, parce qu'encore une fois, comme on est tous les deux à notre compte, ça peut arriver qu'on se croise à la maison. Bon, pas vraiment un date, mais bon, au moins, il n'y a pas d'enfants dans les parages. Donc de temps en temps, on mange ensemble à la maison. De temps en temps, c'est même à l'extérieur, c'est sympa. Là, c'était vraiment un date. C'est-à-dire que, voilà, à un moment, j'ai disparu, je suis allée me
préparer, ça m'a fait du bien, ça m'a même fait du bien de me préparer pour moi. Ça a été tout aussi bénéfique pour moi que pour le couple. On s'est préparé, on s'est réservé un chouette restaurant. On a fait garder Fleur pour la toute première fois à la maison par ma maman. C'était super. Et franchement, on a fait ça un samedi soir. Le dimanche était tellement sympa. Enfin, voilà, c'était un petit peu en mode on a fait l'école buissonnière. On n'était plus parents le temps. Bon, on a beaucoup parlé de Fleur, hein, on va pas se mentir. Ça, ce sera un deuxième exercice, c'est essayer de le refaire en parlant moins de notre fille. Mais on s'est un petit peu échappé de notre rôle de parents pendant quelques heures et c'était trop sympa. Alors, je m'étais noté de le faire 1 à 2 fois par mois. Je pense que ça doit passer très très vite. Donc déjà, 1 fois par mois, ce serait fou. Si on arrive à le faire 2 fois, encore mieux. On va peut-être essayer de profiter de l'été pour le faire 2 fois par mois parce que nous, on aime bien des petits rendez-vous devant le coucher de soleil, etc. Donc franchement, si vous en avez la possibilité, je ne peux pas faire de mea culpa pour tout parce que je sais que voilà, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous de l'aide, on n'a pas tous la possibilité de faire garder nos enfants, etc. Et j'en suis désolée. Mais même moi, hein, là, je vous donne plein de clés. Il y a des choses qui ne me concernent pas, qui ne résonnent pas en moi ou qui ne sont pas applicables, je le sais. Prenez ce qui va vous toucher, ce qui va vous parler, etc. J'ai fait pareil et je vous assure que voilà, dans cet épisode, il y a plein de choses à prendre. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses quand vous m'avez inondé de clés et de conseils. D'ailleurs, je vous le partage parce que j'ai trouvé ça très original. Typiquement, ça, je pense qu'on n'aura pas à l'appliquer parce que c'est pas vraiment un souci qu'on a. Mais j'ai une de vous qui m'a expliqué que elle, de temps en temps, ou tous les week-ends, je sais plus, en tout cas quand ils en ont besoin, le samedi, c'est lui qui gère tout. Elle passe que des bons moments. Voilà, elle fait des câlins à ses enfants, elle joue un peu, etc. C'est pas qu'elle est pas là, qu'elle s'en va, qu'elle s'en occupe pas. Juste, lui, il fait l'intendance. Voilà, réveil, couche, il fait à manger, etc. Il assure. Et le lendemain, c'est elle. Et du coup, lui, ne lui reste que les moments hyper chouettes. Encore une fois, les câlins, les bisous, les jeux, etc. J'ai trouvé ça intéressant, surtout peut-être dans un couple où l'un des deux a l'impression de tout gérer, d'en faire beaucoup, etc. C'est intéressant pour 2 choses. Quand c'est l'un qui s'en occupe, l'autre peut un petit peu souffler et d'ailleurs ne garder que les beaux moments positifs. Et ça peut être aussi intéressant si vous souhaitez montrer à votre partenaire à quoi ressemble votre quotidien quand vous n'êtes pas du tout aidé. Bon, mais voilà, aujourd'hui, c'est toi qui gères, tu vas voir à quoi ressemblent mes journées. Exercice intéressant. J'avais aussi noté ce message. Nous, on s'est imposé 2 choses. Arrêter le ton agacé de jour comme de nuit. Ça force ton cerveau à de la bienveillance. J'adore. Le repas du samedi soir, sans téléphone, tous les deux, comme au resto, une fois les enfants couchés. Voilà, très bien. Vous n'avez pas de nounou, vous n'avez pas de moyens de garde, etc. Pas besoin d'aller au resto. Vous recréez ça à la maison. C'est juste un vrai moment à 2, les yeux dans les yeux. On a pas mal échangé sur le fait qu'il faut évidemment accepter que l'homme et la femme sont définitivement différents et je pense qu'il faut pas se tromper de combat, c'est certain. On ne va pas bousculer les choses et faire que on va devenir 100% égaux, etc. L'égalité, elle est ailleurs. L'homme et la femme sont différents, c'est certain, et peut-être que parfois chez la femme, il y a quelque chose de très très animal dans la maternité, etc. Nous sommes différents et je pense que l'accepter aide beaucoup. J'ai eu aussi d'autres avis, j'ai noté ce message en particulier, vous allez voir, mais cet épisode, il est aussi là pour se questionner, peut-être pour, voilà, parfois changer un petit peu de prisme, etc. Il y a des choses où peut-être j'étais pas d'accord dans un premier temps et qui m'ont quand même fait réfléchir et avancer. Donc je vous lis ce message. Nous ne sommes pas si différents, nous avons surtout pas bénéficié de la même éducation et des mêmes contraintes dans la société. Pour plus d'équilibre, les hommes doivent prendre conscience de leurs privilèges et comprendre que s'ils en ont, c'est au détriment des femmes, de la leur et peut-être de leur fille un jour, l'éducation avant tout. Ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir. Donc oui, avec ces échanges, j'ai eu un petit peu les 2 prismes. On est différents et non, on n'est pas si différents. Et je crois que moi, ce qui m'a parlé, quelqu'un m'a dit, en fait, on est surtout complémentaires. En fait, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est que dans un baby clash, parfois, on perd l'esprit d'équipe. On n'est plus du tout une équipe, on est un petit peu l'un contre l'autre. C'est un petit peu dur à dire, mais parfois, on en vient là, surtout parce qu'on est très fatigué, mais on en vient là. Dans cette complémentarité, ça m'a touchée. Même là, quand je le dis, ça m'émeut, sachez-le. Parce que oui, on est complémentaires. Vu qu'on est différents, on peut aussi se compléter, mais aussi on est une équipe. Et si on travaille en équipe, si on se complémente, on avancera bien mieux. L'une de vous a mis des mots sur quelque chose que j'arrivais pas bien à exprimer, je pense, dans le premier épisode. J'ai l'impression que tu es déçue car tu avais choisi un gentil, un mec sain. Et finalement, il n'est pas aussi féministe et déconstruit que tu le pensais. C'est si juste. Je pense que c'est le message qui m'a le plus touchée. Je me suis dit, mais c'est exactement ça. Parce que je pense que je l'ai répété pas mal de fois, non pas pour le défendre et non pas parce que j'osais pas critiquer Mathieu, etc. Non, c'est parce que vraiment, je le pense. Je l'ai beaucoup répété. Mathieu est un mec génial. Sincèrement, c'est un papa super. Je l'ai répété plusieurs fois parce que je le pense et que presque du coup, oui, je m'en voulais de critiquer ce qui par contre ne va pas. Et oui, c'est vrai que en choisissant Mathieu, en décidant de fonder une famille avec lui, j'ai choisi le bon pour moi, mais j'ai choisi aussi quelqu'un de gentil, de très sain. Il est
vraiment monté à l'endroit, etc. Il est sensible. Et je pensais pas du tout être face à ce cliché de la charge mentale que la femme porte seule, etc. Parce que je le pensais en effet plus féministe et surtout plus déconstruit. Et oui, ça déçoit. Donc je pense qu'il y a une petite déception qu'il faut traverser et qu'il faut digérer, c'est certain. Ce qui veut pas dire qu'il ne peut pas et ne veut pas changer, mais j'ai eu une déception. J'espère que je pars pas dans tous les sens parce que je parle de baby clash, mais aussi d'inégalité dans le couple quand il s'agit d'éduquer un enfant. Et par exemple, de la charge mentale. Donc tout ça va avec l'autre, je pense. Et par exemple, on a discuté avec certaines d'entre vous. On n'essaye pas de trouver des excuses aux hommes, mais plutôt de comprendre. Il faut, je pense, qu'on réalise que déjà, on est un petit peu la première génération à mettre les pieds dans le plat. Donc eux, ils sont en mode waouh, jusque-là, personne se plaignait de rien, là, qu'est-ce qui se passe? Et nous, je pense que la cocotte a explosé. Moi, je ressens un truc un peu transgénérationnel de la cocotte est montée de génération en génération et moi, j'explose pour toutes ces femmes derrière moi qui vraiment ont éduqué seules leurs enfants parce que je ne fais pas de généralité et heureusement, tous les schémas ne sont pas identiques, que ce soit dans cette génération, mais aussi les précédentes. Mais de ce que j'ai beaucoup vu, je vais quand même pas mettre des guillemets, oui, dans ce que j'ai beaucoup vu, c'était très souvent la femme qui assurait à la maison, que ce soit pour le foyer ou pour éduquer les enfants. Et là, d'un coup, voilà, nous, on met les pieds dans le plat et même, j'ai envie de dire que les hommes n'ont pas vraiment d'exemple autour d'eux de « Ok, je vois bien, je réalise bien que c'est injuste, qu'il faut que j'aide plus, mais je fais comment ?» Et donc, c'est là que la communication est la clé de tout, encore une fois. C'est que, je dis pas qu'il faut encore les prendre par la main et tout leur montrer, mais voilà, ne pas oublier qu'ils n'ont pas d'exemple et qu'on démarre à peine une réflexion et un réajustement des codes hommes-femmes, et pas que, je suis sûre que c'est le cas aussi pour des couples homosexuels. On est vraiment en train de réécrire un petit peu le mode d'emploi pour un petit peu lâcher la grappe de Mathieu et des hommes. Ce qui est certain, là je vais parler totalement de moi, peut-être que ça vous parlera ou pas, et peut-être que vous direz « Ah, peut-être que moi aussi ». Moi je sais que, mais je l'avais dit je crois dans le premier épisode, j'ai un travail à faire sur moi aussi, parce que déjà toute la faute n'est pas du tout du côté des hommes, pas du tout, mais je sais que nous traversons des problèmes à deux, mais ça révèle aussi des choses très personnelles. Et je suis certaine que je dois faire un travail sur moi, sur plein de choses, parce qu'encore une fois, devenir maman m'a bousculée. J'avais noté ce message, mais si j'ai appris quelque chose avec le temps, c'est que si la lutte est trop forte ou intense, c'est qu'elle cache souvent des émotions trop fortes révélées par la maternité. Très juste. Parfois, il y a peut-être un travail personnel à faire, non pas avant tout, mais en parallèle. Ce qui m'a fait d'ailleurs pas mal réfléchir, non parce que vraiment, cet épisode, j'ai vidé mon sac, mais en plus, avec tous les échanges qu'on a eus, ça m'a remué. Et je me suis noté, je vous le dis, cache comment je l'ai écrit. Est-ce que je me trompe de personne envers qui être en colère? Mon père? Point d'interrogation. Je rentrerai pas forcément dans les détails, mais peut-être que ça parlera à certaines d'entre vous. Et c'est vrai que pas pour tout, mais pour certaines colères, je me dis, c'est pas Mathieu le souci. Et je sais que dans le travail que je dois faire, je parlerai sûrement de mon papa, de la place qu'il a eue dans notre foyer, etc. Mais je sais aussi qu'il faut que je m'apaise parce que j'ai de toute façon de base une colère depuis plusieurs mois. C'est pas sa faute, la femme porte l'enfant, j'ai porté l'enfant, j'ai accouché, j'ai géré mon postpartum presque solo, j'allaite, ça démarre mal. Voilà, je démarre en me disant, il peut pas comprendre, j'en fais plus que lui. Sauf que, en fait, à un moment, il faut que je passe à autre chose parce que je ne vais pas lui demander d'allaiter. Donc il y a des choses que je veux pas lâcher et je sais qu'on peut trouver plus d'équilibre, etc. Et d'autres, ça restera comme ça. Donc c'est là, par exemple, pour ma part, où il faut que je travaille dessus parce que je peux pas rester en colère sur des choses qu'on peut pas changer. Sur ce point, je suis sûre qu'on sera pas forcément d'accord et d'ailleurs au début, je n'étais absolument pas d'accord et après je me suis dit, peut-être que si. Certaines m'ont avoué que ce qui avait pu les aider, c'était de se détacher d'un contenu féministe. Je m'explique. C'est vrai que moi, plus j'en parle, plus je me pose des questions, plus je me remets en question, etc., plus l'algorithme, qu'on sait très intelligent, me propose du contenu, très féministe. Féministe, c'est un petit peu, c'est un mot pour le coup qui ici est fourre-tout. Ce que je veux dire, c'est un contenu qui soutient tout ce que je pense, la charge mentale, la place de la femme dans la société, etc. Je consomme énormément de contenu autour de tout ça. Ce qui fait que ça me rappelle vraiment quand je suis devenue végétarienne, je consommais tellement de contenu là-dessus que j'étais très en colère, très remontée. Et ça finit par passer. Et peut-être qu'en effet, je dis pas qu'il faut lâcher le combat. Je ne dis pas qu'il faut finalement se résigner, laisser tomber, etc.
pas du tout. Et d'ailleurs, peut-être qu'on sera pas du tout d'accord. Mais peut-être que parfois, se recentrer un petit peu sur soi, sur son couple, sur les combats qu'on veut mener, etc. Mais surtout, peut-être un petit peu se détacher de trop de contenu. Je dis pas de ce contenu, mais de trop de contenu au quotidien peut-être nous faire un petit peu dézoomer. En tout cas, moi, j'ai senti que j'en avais peut-être un petit peu besoin. Encore une fois, pas du tout pour laisser tomber, parce que ce réajustement au quotidien dans mon couple, j'y tiens et on va continuer, mais juste pour faire redescendre la pression. J'essaye de le laisser faire, même si ça n'est pas ma façon de faire. Je vous le partage, je trouvais ça intéressant, même si moi, ça ne me parle pas vraiment, parce qu'on est dans un beau partage des tâches ménagères, et encore une fois, il fait ce qu'il a à faire, et je ne suis pas derrière lui à vérifier comment il le fait, ni trop à lui demander de faire les choses, donc encore une fois, tout ne me parle pas, mais je trouvais ça super intéressant de vous en parler, parce que si jamais vous essayez de vous partager équitablement les tâches ménagères, ou en tout cas si vous demandez à votre partenaire de prendre en main plus de tâches ménagères, etc. Je sais que parfois, certes, on laisse faire la personne en face, mais on est derrière lui, on repasse derrière lui, on est énervé parce que c'est pas du tout la façon dont on l'aurait fait, etc. Et donc au final, c'est peut-être même pire que si on l'avait fait soi-même. Donc laisser l'autre faire, oui, mais du coup, de A à Z. Et ça vous fera du bien, même si c'est pas fait parfaitement, au moins c'est quelque chose que vous ne ferez pas. Se concentrer sur ce qu'il fait de positif, ça rejoint un petit peu le fait de pas oublier, de partager à l'autre ce qu'il a fait de bien, etc. Et je le redis ici parce que je pense que même dans la journée, il faut un petit peu habituer son cerveau, son œil à ne pas que lister et à ne pas que pointer ce qu'il ne fait pas bien, ce qu'il ne fait pas, etc. Peut-être aussi essayer de laisser son cœur ouvert à, comme me disait cette personne, à ce qu'il fait de positif. On dit souvent que le positif amène le positif, et en fait ça va avec tout ça. Je pense que remplir sa banque de petits sourires, de petits compliments, même si c'est dans sa tête, de petites choses qu'on souligne, que l'autre fait bien, etc. Voilà, on remonte plus vers la surface qu'on ne plonge. Et donc même si on continue à se reprocher des choses, à souligner des petites choses négatives, etc., ne pas oublier de le faire aussi dans le positif, parce que sinon, on ne fait que vider sa petite banque d'amour plutôt que d'essayer de la remplir de temps en temps. Ça paraît évident, mais je l'ai beaucoup reçu, et je pense que on a toujours besoin de se l'entendre dire. Ça va passer. Ça rassure aussi que des parents avec des enfants plus âgés puissent nous le dire. Ça passe. J'avais noté aussi, nous n'étions pas nous-mêmes. Non, nous n'étions pas nous-mêmes. On peut être fatigué. Ça bouscule énormément de devenir parent. Nous n'étions pas nous-mêmes, et ça passe. Il y a 2 épisodes de podcast qui sont beaucoup revenus, je les ai écoutés, je les ai trouvés géniaux, donc je vous les partage. Le podcast de Louise Chabat, c'est un épisode très très récent que vous retrouverez très facilement sur, je crois que ça s'appelle les clés pour sortir du baby clash. C'est hyper intéressant parce que je vous le disais en début de cet épisode, elle l'a enregistré avec son chéri, donc super chouette d'avoir l'avis d'un homme et puis d'avoir un épisode comme ça en couple. Je trouve qu'ils donnent tous les deux des clés pour communiquer qui sont géniales. Je veux pas tout dévoiler, donc je vous laisse l'écouter, mais vraiment il est très très chouette, donc je vous invite à l'écouter, je vous mets le lien sous cet épisode-là. Et le 2e épisode est celui de Anna Roy, qui parle pour le podcast de la matrescence, un podcast qui est très très chouette. Là aussi, je vous aurais mis le lien de cet épisode sous celui-ci. Anna Roy, je vous invite aussi à la suivre, elle est géniale sur Instagram. Et donc, toutes les deux, Clémentine et Anna, ont enregistré un podcast sur le baby clash que je vous conseille d'écouter. D'ailleurs, elle a écrit un livre sur le baby clash que je n'ai pas encore lu, et finalement, elles rebondissent toutes les deux sur ce livre durant l'épisode, qui est super. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup parlé, mais j'avais reçu encore une fois tellement de clés et de conseils, je ne pouvais pas en rester là, et je ne pouvais pas ne pas vous les partager. Donc merci pour votre confiance et pour votre bienveillance. Je sais que beaucoup de ces clés vont nous aider. En tout cas, je le redis, mais vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de couples qui traversent ça, souvent en silence, je le sais. Et moi, j'ai décidé d'en parler, parce que je sais que rien que de savoir qu'on n'est pas les seuls, ça peut faire du bien. Et donc je terminerai là-dessus. On est ensemble. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.